Zulf Lawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de poésie, de voyage et de valeurs humaines. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir une nouvelle fois l'écrivain Clémence de Villecourt. Clémence de Villecourt, bienvenue dans Graffiti. Merci, c'est une joie d'être là. Merci à toi de revenir dans Graffiti. Et donc, tu es poète, écrivain, et tu viens de boucler le grand tour de l'Ouest en roulotte, en 199 jours. Alors, tu peux nous dire un mot sur ce grand tour? Un mot. Un mot, et plusieurs, oui, oui, bien sûr, pas seulement un mot. Alors, déjà, c'est un voyage qui a mêlé plusieurs dimensions. Celle du sol, de la terre, de l'état de la terre et de manière plus concrète de tout l'univers aéronautique, aérien, oui. En sachant que ce que nous voulions, c'était aussi élever la discussion, élever le débat et permettre aux jeunes d'avoir une image positive d'un monde en mouvement qui vient du monde du progrès, de revisiter le progrès de manière positive en faisant voir l'homme tel qu'il est capable de produire et quels sont les défis qu'il peut réaliser et en même temps vers où aller. Et ce dont nous voulions, c'est donner un mouvement, de donner un élan et d'être dans un voyage de confiance et d'espérance qui soit en même temps dans la réalité de ce qui nous concerne. Tout à fait. Et puis donc la jeunesse a été au cœur de ce voyage, au cœur de cette mission, n'est-ce pas? Ah oui, elle est notre élan et je crois qu'elle a absolument besoin que nous, adultes, nous soyons d'une part responsables et aussi confiants dans l'éducation que nous pouvons leur apporter, dans les expériences que nous pouvons leur apporter et surtout les impliquer. Oui. Les impliquer concrètement à des travaux, à des exercices, à des expériences qu'ils peuvent mener et qui vont toucher tellement leur cœur qu'ils auront cette pleine conscience d'un monde en devenir dans lequel ils peuvent s'impliquer. Et ça me semble essentiel aujourd'hui d'être à ce stade-là. Tout à fait. Et donc tu as parcouru pas moins de 2300 kilomètres. Tu as traversé 4 régions en France et à une petite vitesse, 7 km à l'heure. Alors 7 km à l'heure, c'est très rapide, en sachant que les précédents voyages que j'ai menés étaient à la vitesse record de 4 km à l'heure. C'est-à-dire j'ai quand même voyagé avec le cheval le plus lent de toute la Bretagne, mais c'est un cheval très efficace. Là, nous avions, donc je tiens quand même à éclairer, c'est-à-dire que moi je ne suis qu'à bord oui. et que j'ai un meneur, bien sûr, un meneur professionnel et qui lui a l'expérience des chevaux. Et là, ce qu'il y avait d'exceptionnel sur ce voyage et de très très rare, nous avions 3 juments, oui. donc des percheronnes pour l'aller, puis une jument de trait pour le retour, donc 3 de front, oui. ce qui est extrêmement rare, et à la vitesse de 7 km/h, 7 km/h au pas, et on arrive à 9 km/h au trot. Alors évidemment, cette notion-là paraît lente, mais si on mène le voyage à ce rythme-là, c'est très rapide. Tout à fait, et effectivement, tout est relatif, bien sûr. Et c'est très bruyant parce que ça fait plus de sabots qui vont sur la route, alors on n'est plus dans le même champ. C'est vrai, mais est-ce que ce voyage ne comporte pas des dangers physiques? Parce que quand même, c'est 2300 km parcourus. Ou bien, quand on est dans cette mission, on oublie tous les dangers? On ne peut pas oublier les dangers. On va aussi se rapprocher du monde aéronautique, qui est un monde de rêve, mais les pilotes qui sont à bord de leur avion, même s'ils portent du rêve, sont extrêmement maîtres de leur engin, enfin là de l'avion. Et c'est exactement la même chose pour un meneur d'attelage. Il faut une expérience derrière, il faut une concentration telle que ça épuise, c'est extrêmement fatigant. Et au contraire, alors l'important c'est quoi? C'est d'avoir conscience des dangers qui sont réels et de faire tout pour nous assurer une sécurité. Bien c'est pareil que l'aviation. Donc maintenant, ce que nous faisons, c'est que
ce sont les routes. Alors, il vaut mieux être sur des routes départementales, Oui. de manière à être le plus visible possible, Oui. et se détourner des petits chemins. Parce que Voilà. sur un petit chemin, on ne s'attend pas forcément à avoir un véhicule si lent. Tout à fait. Donc, nous empruntons de préférence, surtout avec 3 juments, des départementales. Et le comportement du meneur, qui est un comportement professionnel en toutes circonstances, permet de voyager avec une certaine forme de sécurité, en tout cas en ne prenant pas des risques démesurés. Et les gens que vous rencontrez alors sur les routes, ils sont contents, je parle des adultes, hein, je ne parle pas des enfants, on va revenir aux enfants. Alors les adultes, comment ils voient ce voyage? Alors l'adulte qui découvre les chevaux, c'est tout être humain est fasciné. Le cheval fascine. Et quand vous avez 3 juments, en fait, c'est un retour à la mémoire de l'enfance. Et on voit que les yeux brillent de joie. Et dans un monde qui est de plus en plus rapide, de plus en plus précipité, de plus en plus motorisé, la présence du cheval rassure. Et souvent, ils nous disent merci d'avoir le courage de porter ce genre de voyage et de nous faire rêver. En fait, ils rêvent. C'est ce que j'allais dire. Tu les fais rêver, effectivement. Hein. Le retour en enfance, c'est toujours un doux rêve. Oui, et d'autant plus, ça va aussi dépendre de l'endroit où nous sommes. Si nous sommes en Bretagne, qui est un pays qui a quand même été largement habitué à la présence du cheval, c'est une chose, on en voit encore, on est dans une valorisation du cheval de trait. Mais si vous arrivez à La Courneuve, aussi quand on arrive vers Paris en Île-de-France, vous êtes à cheval et que vous voyez, on a fait l'expérience sur la départementale 8, oui. Vous voyez arriver ces 3 juments, un peu en vous disant, mais d'où débarquent-ils 3 juments, une roulotte qui arrive comme une voie express, ça ressemble à des voies express. Alors là, le contraste est tellement saisissant qu'il touche encore plus fort l'adulte qui est en voiture. Mais bien sûr, il n'a pas l'habitude de voir ce genre d'attelage, des missions pareilles. Et puis donc cette année, pour ce grand voyage, il y a eu donc ce parallèle avec l'aviation. Hein. Pour quelle raison l'aviation? Alors nous avons vraiment eu envie d'impliquer la jeunesse à redécouvrir une histoire qui nous concerne. Et ce que je voulais, c'est que on revient sur l'événement pionnier de Jean-Marie Lebris, oui. qui est un marin breton, un marin qui était érudit, qui avait aussi le sens de l'observation scientifique et qui a, milieu du 19e siècle, beaucoup observé. C'était un marin qui partait dans les mers du Sud et il a observé par exemple le vol de l'albatros qui le fascinait par l'observation. Et c'est ça qui est vraiment important. Il ne faut pas prendre les informations de manière ignorante en prenant tout ce qu'on doit, tout ce que l'on entend. Bien sûr. Il faut avoir une observation scientifique, ça veut dire la compréhension des choses qui nous entourent. Donc lui, comme Léonard de Vinci, regarde et essaie de comprendre comment un oiseau s'envole, et d'autant plus un oiseau avec une telle envergure d'ailes. Bien sûr. Alors, ces observations l'amènent à certaines observations plus techniques, et il va construire ce qu'on appelle la barque ailée. C'est donc une barque avec un essai de gouvernance, en tout cas aérodynamique, et qu'il va poser sur une charrette. Et comme comme le moteur que l'on utilise encore au milieu du 19e siècle est le cheval, il va demander à un cheval de trait de bien vouloir s'élancer au galop sur une plage et voir ce qui se passe. Cette barque ressemble à un sabot inversé avec 2 grandes ailes. L'expérience est menée et le cheval produit de la vitesse, il y a le vent et donc la barque se soulève. Alors là, on est dans la légende ou l'histoire, c'est-à-dire on ne sait pas réellement de combien elle s'est élevée, mais elle participe au balbutiement de l'histoire de l'aviation. Et ce n'est pas rien, parce que c'est un cheval et donc une barque ailée, un pionnier. Et ensuite, donc, moi qui suis passionnée par la mer et par l'aviation, je vois il y a très longtemps, j'ai connaissance de cette histoire et je me dis, elle peut porter le projet à venir. En sachant que j'ai fait l'expérience de projets culturels, pédagogiques auprès des enfants avec le cheval.
et que l'aviation nous ramène à pouvoir explorer des matières telles que l'histoire, la géographie, la biologie, les vents, comment fonctionnent les vents, l'observation scientifique et le rêve. Qu'est-ce que c'est que la conquête? Qu'est-ce que c'est un rêve? C'est toute l'histoire de la conquête du ciel par l'homme, qui est passée en revue par cette mission, n'est-ce pas? Oui, alors maintenant on va voir les choses sous 3 temps. C'est vrai que la première chose, c'est de les impliquer à redécouvrir l'histoire qui les concerne d'un point de vue local et leur ouvrir plus grand sur l'histoire de notre pays. Après, l'intérêt est le suivant, c'est-à-dire s'il y a des enseignants qui sont engagés derrière et qu'ils découvrent combien le jeune va avoir l'appétit de lire, va avoir l'appétit d'écrire, va avoir l'appétit de s'impliquer dans notre projet, nous avons un deuxième chemin qui est beaucoup plus intéressant et intelligent, c'est-à-dire que l'aviation est un des fleurons de notre économie française et qu'il y a des emplois à la clé. Et il y a notamment des emplois. Le Salon du Bourget auquel nous étions présents a montré des chiffres, notamment pour Airbus, qui prévoit des perspectives d'emploi sur plus de 20 ans. On peut vraiment emmener ce sujet auprès des jeunes. Et ce qui est important, c'est de leur ouvrir les différentes fourchettes et les différents secteurs qui emploient. Donc ça, c'est mon deuxième rôle. Ça, c'est l'aspect un peu presque concret quand même de la mission. C'est l'aspect concret. Il faut, ce dont il s'agit, c'est faire voir ce qu'est un rêve. Car ce dont manque aujourd'hui notre pays, c'est d'élan. Tout élan est fauché par le désespoir, les inquiétudes et les peurs. Ça ne mobilise aucune énergie positive et ça n'emmène pas la jeunesse vers demain. Donc, rappelons-leur ce qu'est un rêve. Et plus vous êtes proche de votre rêve au point de vue du cœur, et plus vous avez une chance d'y aller vers demain. Donc, ça, c'est une réalité. La femme que vous aimez, vous l'aimez parce qu'elle a touché votre cœur. Donc, vous êtes engagé vers elle. C'est pareil pour tout ce qui nous concerne, toutes les choses de la vie qui nous concernent. Et là, donc, si on arrive à les toucher par l'appétit de lire, d'écrire et de s'impliquer, on ne va pas dire qu'ils écrivent et qu'ils lisent, on détourne ça, on détourne l'attention. On va dire, tiens, dans votre ville, il y a eu un événement aéronautique. Comment s'appelle-t-il déjà? Alors, on va passer tout simplement à Jean-Marie Le Brit, concerné par la ville. Et là, on mobilise toute la ville autour. Et les enfants vont avoir une implication de me raconter, mais qui est cet homme dont j'ignore tout? Et eux doivent m'apporter la connaissance. Mais ils vont l'apporter en allant découvrir des livres et tout cela. Donc, on touche leur cœur. Tout à fait. Et ensuite, donc, quand moi j'arrive, je peux les emmener plus loin parce qu'ils vont suivre le voyage sur Internet. Ils vont suivre à travers toute l'expérience qui est menée. Et nous, ceux qui auront, alors on ne va pas toucher tout le monde, on ne va pas emmener tout le monde vers l'aviation. Ce n'est pas possible. Mais si on en touche 5%, c'est 5% qui vont être engagés vers le futur. Et le futur aéronautique a des emplois, notamment dans l'aviation civile. Tout à fait. Et puis il y a cette chasse au trésor à travers ce périple. Ah oui, parce que on garde. Ça aussi, ça va passionner les enfants, n'est-ce pas? Il faut les passionner par le jeu. Il ne faut pas être autoritaire, il ne faut pas être culpabilisant, parce que vous avez beaucoup d'enfants qui s'éloignent de la langue française parce que vous les culpabilisez des erreurs qu'ils commettent. Et je dis bien des erreurs, je ne dis pas faute. La faute est reliée au péché. Bien sûr. Là, on est dans des erreurs. Donc, le cœur à cœur de l'élève vers l'enseignant est important. Et les enseignants qui ne vont pas avoir la pédagogie d'aller vers l'élève vont l'emmener vers au fait qu'il quitte l'école. 140 000 jeunes quittent l'école chaque année. Parce que peut-être ils n'ont pas trouvé la personne qui pourrait leur donner ce rêve. Voilà. Cet appétit de lire, de comprendre, n'est-ce pas? Oui. Et il y a un rôle à jouer qui est extrêmement important. Ce qui me semble vraiment important, c'est l'élan et c'est la capacité à montrer ce qu'est un rêve. C'est-à-dire ne pas avoir peur de l'effort à fournir et que montrer que l'effort à fournir va conduire quelque part qui est le perfectionnement de soi-même à travers quelque chose qui nous plaît. Et toi maintenant, avec le recul, ce grand tour de l'Ouest terminé, comment tu perçois donc la réaction des enfants dans l'ensemble à travers cette foule de lieux où tu es passé? Il y a des moments qui te marquent le plus, par exemple?
Ou bien tous les moments te marquent. Oui, c'est ça, en fait. Tous les moments marquent et ils sont tellement imprimés dans la mémoire qu'il est difficile d'en Bien extraire sûr. parce que ce sera toujours au détriment de quelque chose d'autre qui s'est passé et on se dit « Ah bah oui, mais ça aussi, c'était important ». Il faut savoir que 199 jours, je n'ai pas calculé le nombre de minutes et de secondes que cela fait, mais chaque seconde est habitée pleinement. Aucune n'est inutile. Donc, tout est relié, quoi. Et dans les... il faut savoir que c'était un voyage particulièrement difficile. Oui. Difficile sur tous les points, parce que le monde aéronautique s'est quand même interrogé sur le sérieux de cette affaire. Le monde aéronautique a oublié Jean-Marie Le Brian. Oui. Et il a aussi oublié, pour nombreux, que le cheval, l'aviation... Cette histoire de cheval et d'aviation est extrêmement liée, dans le sens où une fois que l'avion s'est envolé, que ça s'est perfectionné, bien sûr, il a mis de côté le cheval Le qui cheval. a été sur tous les fronts et qui a accompagné toutes les gares, tous les déplacements, tous les transports des hommes. Monde agricole, monde... Tout à fait. Donc, c'est une histoire qui est dans notre mémoire, hein, et de manière inconsciente maintenant. Donc, cette histoire-là, elle est là. Maintenant, l'aviation décolle réellement et elle prend une ampleur qui libère les chevaux des champs et des carnages des guerres. Mais après, qui libère également les chevaux du paysage de nos campagnes et du transport. Donc, vous ne nous servez plus, allez hop, au rebut. Mais le cheval a encore avait toute cette particularité. Donc tout ça pour dire, c'est vrai que moi je suis dans ces deux extrêmes du cheval et de l'aviation, mais la personne qui est elle complètement imprégnée du monde aéronautique, qu'il faut aller vers demain, il faut utiliser des matériaux composites, il faut être écologiquement parlant, environnementalement parlant, à la pointe, se dit mais qu'est-ce qu'elle vient faire avec un cheval? Oui. Donc, pour revenir juste à cette histoire, donc c'est vrai que toute la difficulté était de leur dire c'est un patrimoine commun, c'est une mémoire commune, et vous allez voir que ça se relie. Et je vais donner un dernier exemple, ça se relie parce que nous avons deux problématiques aujourd'hui très importantes. Lesquelles? Eh bien, de sauvegarder l'espèce humaine. Oui. La sauvegarde de l'espèce humaine, mise en danger par de nombreux... parce qu'on allait aux limites, hein, Bien sûr. le progrès est allé et a atteint un limite, mais il y a un virage qui est amorcé depuis quelques années et maintenant c'est le bon moment pour aller vers demain. Donc le cheval, pour volonté, dans la philosophie de mes voyages, il rappelle le sol, la terre. Oui. Donc l'espèce humaine est en danger, mais notre planète Terre également a besoin de nous. Donc le cheval va rappeler de manière méthodique le sol, l'importance de la terre, l'importance de l'espèce humaine. L'importance de prendre en soin de la terre qui est un peu dilapidée, épuisée. Ses ressources. Et l'aviation va être l'esprit, le côté beaucoup plus observation scientifique, capacité de l'homme à s'élever, capacité de l'homme à porter du rêve, capacité de l'homme à être rigoureux, capacité de l'homme à s'engager vers demain. C'est-à-dire, on prend de la hauteur. On prend de la hauteur, on prend de la mesure. L'aviation est quand même le moyen de transport le plus sûr au monde. Ce n'est pas sans raison, c'est parce que ce ne sont pas des fous. Ce sont des êtres qui sont à bord de l'aviation et tout le monde aéronautique autour, extrêmement concernés et par la capacité aussi à porter du rêve, le dépassement de soi, la rigueur. Donc je pense que la philosophie est importante, le sol et donc voilà, le corps, tout le cela sol, va ensemble. voilà. En fait, c'est un rêve collectif. Oui. C'est un rêve qui peut dépasser les pays. Absolument. N'est-ce pas? Oui. C'est un rêve pour toute la Terre. Oui, d'être capable. Et là, dans ce cas, on va voir qu'il y a effectivement les chevaux qui vont ramener à l'idée du sol, l'aviation qui ramène à demain, à des perspectives d'avenir pour demain, à des réalités pour demain, au dépassement, au rêve. Mais n'oublions pas que je suis et que je vis dans une roulotte. Tout à fait. Mais la vie concrète de chaque jour, hein, Clémence de Villecourt, elle n'est pas toujours facile pour toi, n'est-ce pas? C'est 199 jours. 199 jours à vivre. Il faut avoir du courage quand même pour le faire.
Non, ça... Ou bien le projet te porte tellement que tu oublies tous les aléas du voyage? Alors, je ne les oublie pas, mais j'essaie de voir ce qui m'intéresse vraiment dans cette aventure. Je suis une femme et j'aime beaucoup le... Je suis une femme de progrès. Oui. Donc, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas en roulotte pour être ramenée à hier et au passé, surtout pas. Je suis dans une roulotte car il y a beaucoup trop de bavardage aujourd'hui sur tout ce qui ne va pas et que ce dont nous avons besoin, c'est d'actions concrètes et d'y être engagés. Donc ça, je le crois fermement. Mon action engagée va être cette expérience de la roulotte où d'une part, je m'arrache à un quotidien de confort pour aller vers un ailleurs possible et un ailleurs qui prend en considération... Pour faire passer des messages aussi. Oui. Quel genre de message, justement, en général, hein? Donc, alors, tu dis que tu es dans un engagement, hein? Donc, ta mission est une forme d'engagement. Engagé, absolument. Voilà. Et donc, ces messages, au-delà de cette proximité avec la Terre, c'est aussi peut-être de dire qu'il y a possibilité d'entrevoir un autre monde aujourd'hui? Oui, la réalité est la suivante, c'est que les médias ont une force incroyable qui nous donne une perception du monde. Et il y a 1500 messages publicitaires qu'on reçoit chaque être humain par jour. Hein. C'est vrai. Donc, ils ont un impact dans le cerveau, ils ont un impact sur nos émotions, sur nos actions. Or, il faut être dans un engagement aussi où le temps a une importance. Le temps, les élus aujourd'hui, les politiques sont dans du court terme. Le court terme est extrêmement dangereux pour les perspectives d'avenir. Donc, le temps est une donnée importante dans mes voyages et notamment le temps de la durée, de faire des choses qui vont durer. Ensuite, on est dans une volonté, moi la volonté que j'ai, c'est de voir la nourriture, l'esprit m'importe beaucoup. Ce que nous donnons comme nourriture à notre esprit. Ce qui fait que notre corps va être engagé vers demain avec confiance et avec espérance. Tout à fait. N'oublions pas que notre pays est grand consommateur de médicaments. Oui. Et que ce n'est pas rien comme réalité. Donc, c'est-à-dire que notre pays est en souffrance. Maintenant, y a-t-il une autre voie possible? Oui, dès lors que nous n'ingurgitons pas tous ces messages publicitaires qui nous font voir une seule voie, qui est la voie émotionnelle du désespoir. Maintenant, il y a énormément d'actions engagées, partout, mais que l'on n'entend pas suffisamment. Donc, ceux qui vont me suivre vont voir ces actions engagées. Et moi, je le suis dans la roulotte, ce en quoi je crois beaucoup, la nourriture, notre nourriture, ce que l'on donne comme nourriture. Par notre assiette. Qu'est-ce que l'on mange? Et comment manger mieux? Comment porter beaucoup mieux notre corps? Comment être moins en souffrance? Ce qu'on met dans nos assiettes, si on va au supermarché, ça ne correspond pas à une bonne alimentation de qualité. Après, tout à fait. Qu'est-ce qu'on donne dans notre environnement fermé? C'est-à-dire on vit entre quatre murs, donc beaucoup de béton, on est de plus en plus urbain. Qu'est-ce qu'on donne à manger à notre cerveau et à notre esprit? On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain Clémence de Vellecourt qui vient d'achever un grand tour de l'Ouest en roulotte. Donc Clémence, tu disais que les nourritures, toutes les nourritures avaient leur importance, hein, pas seulement les nourritures spirituelles, même ce qu'on trouve dans nos assiettes a de l'importance, n'est-ce pas? Oui, et vers quoi nous devons basculer, c'est vers la qualité, non pas le trop, mais le suffisant. Au détriment du quantitatif. Trop ne mène pas à être bien. Et aujourd'hui, je pense, l'observation que je mène, le bilan que je dresse, oui. Car n'oublions pas que je vivais avec 7 litres d'eau par jour à peu près. Oui. Donc, parce que je n'ai pas d'électricité, je n'ai pas de douche, je n'ai pas de toilette. C'est d'essayer de voir comment s'intégrer dans le monde du 21e siècle en se désengageant, en changeant les habitudes. En fait, c'est ça notre problème aujourd'hui. En se contentant un peu du minimum non, vital, ce n'est pas ça? Non, de la qualité. La qualité d'abord. C'est la qualité. Et la qualité va vous produire du bien ou du bon.
Donc c'est très important pour tout. Il ne faut pas avoir 20 livres, il faut en avoir un, mais le bon livre qui va vous nourrir. Il ne faut pas avoir trop de nourriture. On la jette, le gaspillage est incroyable. Il faut avoir de la nourriture qu'on va chercher de préférence auprès du producteur. Donc aujourd'hui, ce que nous n'avons pas, c'est-à-dire qu'il y a une demande, il y a une souffrance telle, mais comment aller vers demain de manière meilleure, en privilégiant son corps, son âme, son esprit. Et je pense que la difficulté, c'est que les supermarchés ne sont pas suffisamment, en tout cas ne sont peut-être pas la réponse, et qu'il y a d'autres choix maintenant et d'autres chemins. Et la demande est très forte, mais l'offre n'est pas en suffisance. En fait, nous sommes tous conscients que ça ne va pas. Et nous voulons tous quelque chose d'autre. Mais il y a peut-être aussi des intérêts financiers qui ne vont pas dans le sens de ta philosophie aussi. Quand tu dis nous sommes tous conscients, nous avons tous cette conscience, ce n'est pas toujours vrai. Hein? Les gens qui ont les supermarchés n'ont pas le même désir que toi. Ils n'ont pas le même désir, mais on voit bien qu'ils ont ils sont parfois engagés. Il y en a qui avaient Et ils essayent peut-être parce que c'est dans l'air du temps. Oui, et c'est vrai que l'argent est roi. Maintenant, il y a une autre voie qui est ouverte, une voie vers laquelle nous devons nous engager de manière beaucoup plus forte. Mais la difficulté est là, c'est le changement des habitudes. Nous sommes dans une société conservatrice qui a du mal à changer ses habitudes. Donc, la difficulté, elle est là pour l'instant. Donc, moi, vivant avec chevaux et roulottes, je casse et je romps complètement avec ces habitudes pour essayer de voir comment faire en étant engagée vers demain. Mais mes actions ont des réponses, c'est-à-dire, il se met en place, par exemple, je pense au marché, je pense aux producteurs, au bio et tout ça. Oui. La région Bretagne, par exemple, a des références. Des référents, vous allez et vous pouvez prendre vos légumes, prendre votre volaille et tout ça auprès de ces références-là. Donc, il y a ça, beaucoup de choses en marche. Ça, c'est pas dans les supermarchés, n'est-ce pas? Non. Mais je ne suis pas... je suis favorable à ce que nous allions davantage vers la qualité. Oui, c'est un vœu magnifique, bien sûr. Je disais juste que concrètement, par exemple, on a des supermarchés où il y a des marchandises cataloguées ainsi qui ne le sont pas en vérité, hein. Donc, c'est tout un circuit financier. Hein. Donc, peut-être que le but qui serait vraiment à atteindre à travers ce genre de mission, c'est transmettre ça aux nouvelles générations. Peut-être que pourrait peut-être changer les choses. Voilà, et tout l'intérêt est là, et d'autant plus qu'elles sont malléables et qu'elles ont... mais les jeunes aujourd'hui ont cette conscience. Ils attendent, en fait, ce dont il faut les soulager, c'est notre discours. Il y a un moment donné, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'avenir, que le monde est sombre et tout ça. Il faut juste arrêter de le dire, et il faut être engagé. Et les jeunes ont besoin que les adultes soient responsables dans leur discours et dans l'éducation qu'ils apportent. Tout à fait. Mais ils sont prêts, ils sont complètement disposés. Mais bien sûr, c'est ce qui les intéresserait le mieux. Et pas seulement d'ailleurs en France, hein, à travers le monde. Et toi-même, Clémence de Villecourt, tu as fait aussi le tour de la Réunion. De l'île Maurice, oui. De l'île Maurice, oui, pardon. C'est en roulotte aussi. Oui, cheval et roulotte, oui. Alors, comment ça s'est passé, hein, ce voyage qui est différent de ce grand tour de l'Ouest? Qui était différent dans l'approche de la population. Oui. Parce que en France, on a tellement de choses, on consomme tellement qu'on peut ne plus avoir l'appétit, on peut être un peu blasé. Mais la population mauricienne est une population beaucoup plus... qui a une autre perception de la vie, au fait. Et du coup, qui a peut-être moins de moyens, n'est-ce pas? Alors, matériel, je veux dire. Oui, elle vit différemment, et puis il y avait des cultures différentes également. Alors là, d'avoir un cheval qui entre dans l'école, on voit les yeux des enfants exprimer un bonheur et un amour qui s'inscrit dans le cœur. Alors maintenant, nous y étions dans le cadre des festivités de la bataille de Grand-Port. Oui. Donc toujours le côté ramené à l'histoire, parce que j'aime bien les trois temps. Le passé
comprendre le passé nous permet d'être plus présent au monde et de se diriger vers demain. Donc il ne faut pas le balayer, il faut le comprendre, il faut aller dans l'histoire. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons participé aux célébrations de ces fêtes en faisant participer les élèves sur l'histoire. Et moi, j'ai apporté une animation et également une participation historique. Et donc, toute l'île était en fête avec les radios. C'est extraordinaire, toute l'île. Ah oui, oui, c'était un événement. Il faut savoir, moi, j'étais en préambule. Oui. Donc, j'étais annoncée dans les avions et tout ça, hein, comme un voyage qui se menait et qui a pu concerner. C'est ce que je voulais apporter, parce que j'ai entendu comment ils voulaient amener le sujet. Je dis ce qu'il y a de dommage, c'est que la population n'est pas concernée et impliquée dans ces festivités. Alors la France et l'île Maurice vont le célébrer, d'accord, mais c'est bien d'engager la population toujours, toute notre connaissance des coûts, de notre sensibilité. Bien sûr. Si on touche le cœur des jeunes, on y arrive mieux. Donc je suis allée avec cheval et roulotte dans les écoles. Il faut savoir, les écoles, ça peut être 1000 élèves qui sont par étage à attendre le cheval et la roulotte, à chanter, à danser pour notre accueil. Et après, on y va avec le micro, on raconte l'histoire et c'est interactif. Donc, il y a une énergie qu'on peut mobiliser de manière peut-être plus naïve. C'est un bel échange. Oui, c'est un bel échange. On lâche prise. En France, on fait attention, on fait peut-être plus attention. Et là-bas, il y a ce côté respiration d'une île, des vibrations de l'enfance qui sont là. Les Iliens sont plus spontanés, peut-être? Ah, ils ont une capacité à saisir les choses comme ça, avec beaucoup plus de joie, beaucoup moins barricadés, quoi. Ouais. Ils sont moins stressés, au fait? Non? Oui, c'est tellement différent. Ouais. C'est assez différent, mais les messages, il y avait des messages qui peuvent être les mêmes, ici et là-bas. Les messages de ta mission, bien sûr, oui. Hein, et puis de ces valeurs humaines, bien sûr. Oui, de donner toujours cet appétit de lire et d'écrire, c'est de transmettre le goût de lire et d'écrire et de comprendre le monde qui nous entoure. Donc là-bas, c'était de leur faire voir, écoutez, votre île a cette histoire. Alors évidemment, étant moitié mauricienne, j'avais aussi des connaissances de cette île. Je n'y allais pas comme un pays que je ne connais pas. Et j'avais envie de le partager avec eux pleinement. Et cet échange-là a été reçu de cœur à cœur. Et effectivement, il ne faut pas oublier que la France a remporté cette bataille, mais quelques mois après, les Anglais sont quand même venus. Ils ont ça c'est l'histoire. Oui. Et donc, la langue anglaise est la langue académique et économique. Donc, il y avait aussi cette volonté de leur rappeler qu'il y a toute cette France, il y a toute cette histoire commune. Et les Anglais, dans l'enseignement, vont faire beaucoup de par cœur. On apprend par cœur. D'accord. Et nous, la France, on aime bien comprendre. Donc, ils ont été contents d'avoir une autre manière de découvrir l'histoire. Tout à fait. Et puis aussi, Clémence de Villecourt, même en France, ce n'est pas ton premier grand voyage. Non. Il y en a eu d'autres. Est-ce que tu peux nous raconter ça, même brièvement? Alors, brièvement, c'est le premier voyage qui est le plus important. C'est vrai, c'était en quelle année? 2007. Oui. Et ce sont les premiers pas qui sont vraiment importants quand... Ils sont fondateurs, c'est ça? Oui, ils vous engagent, ils ont engagé. Et ils m'ont engagé pleinement parce que j'ai vu que, vous savez, quand vous êtes dans un projet, soit rien ne se met en place, ou soit, comme par hasard, tout se met en place. Tout se débloque. Et répond à une résonance intérieure extrêmement forte. Et là, il y avait un cheval que j'attendais dans la nuit noire, avec une clé, tenant une clé à la main. Et j'étais à l'abbaye Saint-Maurice. Oui. Et j'ai senti, au fur et à mesure que le cheval avançait vers moi, que ce cheval allait m'emmener vers mes deux rêves, l'île Maurice et l'aviation. D'accord. Il a tenu ses engagements. Donc, il arrive. Et là, tant qu'on n'a pas fait l'expérience d'une roulotte, on ne la comprend pas. Et j'invite à le faire, non pas sur 3 jours, le faire au moins sur 1 mois. Vous êtes dans un autre espace-temps et vous êtes très proche de la nature. Et donc, vous êtes dans un autre monde, dans une autre sphère. Donc moi, je suis là en train d'attendre un cheval sous la pluie d'étoiles. D'accord. Ah ben oui. Voilà, je l'attends dans la nuit noire.
Et il arrive vers moi, il arrive dans un lieu de pure magie. Parce que notre France, n'oublions pas, est dotée d'une histoire, d'une culture, d'un patrimoine extraordinaire que va révéler le cheval. Donc là, il arrive, et dès qu'il est là, je monte dans la roulotte, et après je dis, oh, quels sont ces bruits que j'entends? Toutes ces perceptions que je l'entends, il broute, il ronfle, bah oui, et tout bien ça. sûr, il est vivant. Et là, j'ai su que j'étais engagée sur un autre chemin. Donc je vais peut-être même m'arrêter là, parce que les premiers pas qu'on fait dès le lendemain vous mettent complètement en force, en puissance, en capacité de saisir énormément de choses spirituelles et concrètes, c'est-à-dire le monde de demain, la vitesse, les dégâts de la vitesse, les possibilités d'un avenir meilleur dans lequel je contribue et je m'implique. Et résultat, Kidam, donc c'est Kidam, Oui, parce que c'est quand même un on cheval lui rend hommage ici, bien sûr. qui m'est cher, n'a fait que 30 km en une semaine. On a fait Paris, on a fait l'abbaye Saint-Maurice-Concarneau, qui sont mes points d'origine. Oui. Et j'ai tellement été attachée à tous les enseignements dont je pouvais tirer, que je l'ai demandé pour 2008, où j'ai fait... Là, je suis allée sur les pas de Père Jacques Asselias, qui est un auteur très connu. Très connu. Oui, qui a écrit Le Cheval d'Orgueil. Donc ma chasse au trésor continue, on va sur les pas de l'auteur, on découvre les châteaux, on découvre... Tout donne des connaissances, découle de notre sensibilité. On découvre davantage l'histoire d'un auteur si on va sur ses pas et qu'on rend vivant les pages froides. Donc on y allait. Donc 2008, je suis allée sur les pas du Cheval d'Orgueil et de Père Jacques Asselias en rendant hommage. 2009, j'ai fait le tour de Bretagne en 130 jours, 4 mois, qui m'ont conduit vers mon rêve, c'est-à-dire l'île Maurice. Et là, j'ai mené un travail en amont, bien sûr, et depuis 3 ans, et donc l'ambassade de la République de Maurice me connaissait, savait que je voulais porter un projet vers l'île Maurice. 2010 est arrivé, j'étais libre, j'ai rencontré le ministre, j'avais 3 minutes pour le convaincre. Vous voyez, il faut un temps très court parfois. Seulement 3 minutes. Et ayant l'expérience, ayant la chaleur de ce qui s'était passé, ces 3 minutes étaient presque trop longues, parce que j'étais dedans, quoi. Bien sûr. Et ça m'a conduit vers l'île Maurice. Après, j'ai mis 2 années avant de porter le prochain grand rêve, qui était évidemment le monde aéronautique et de l'aviation. Et j'en tire un bilan fortement positif et très éclairant. Très bien. Clémence de Villecourt, est-ce que ces voyages ne te font pas rencontrer ta propre personne, ta propre âme? Alors, est-ce que ce n'est pas toi que tu cherches aussi, hein, pas seulement, hein, à travers ces voyages? Je pense que tout être humain est engagé dans un perfectionnement de l'âme, du corps et de l'esprit au jour le jour et à la minute. Et les voyages ont cette capacité à mobiliser d'autres sens. Et donc, pour répondre à la question, on donne et on reçoit. Et ce que je donne et ce que je reçois me nourrit effectivement intérieurement pour être redistribué. Et c'est ça c'est cette énergie-là qui m'importe. Tu racontes un peu tout ça dans ton livre Le Chant du voyage, Conversation avec le temps. Alors, Le Chant du voyage, Conversation avec le temps est un hommage rendu au premier pas réalisé avec Kidam. Il a donc ce parfum des premiers pas, des premiers essais. Et donc, j'emmène plutôt à comprendre quels sont les enseignements que nous pouvons tirer du cheval. Et ils sont méconnus. Et quels sont ces enseignements, on va dire, en général alors l'homme ignore toujours le cheval jusqu'à présent? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le monde du cheval et de l'aviation se sont séparés une fois que le rêve a été réalisé. Oui. Mais aujourd'hui, nous sommes à nouveau réunis. Le monde de l'aviation et le monde du cheval sont à nouveau réunis en essayant de se poser la question, que pouvons-nous faire dans cette problématique du transport? Donc le cheval maintenant entre en résonance réelle et concrète avec les gens qui se disent « il faut vivre autrement, je vis trop vite » et tout ça. Et le monde aéronautique qui se pose des questions et qui maintenant agit au niveau de comment on construit un avion plus écologique et
plus respectueux de l'environnement. Donc le cheval va être déjà c'est un être vivant dans un monde de moteur, de béton. Il va stimuler des sens, il emmène des caresses, donc le cheval aujourd'hui a des fonctions et des tâches qu'il peut à nouveau accomplir, et c'est ce qu'il y a d'intéressant, et c'est là où je suis ambassadrice de le revoir, de revoir un petit peu, de le repenser en tout cas. Et la Bretagne, il y a beaucoup de villes en Bretagne qui y sont engagées, il y en a en Normandie et ailleurs également, le ramassage scolaire, le ramassage des ordures, l'entretien des parcs. Quand vous voyez un homme qui va ramasser les ordures dans un parc, vous ne lui adressez pas la parole. Oui. Mais si vous voyez ce même homme avec un cheval qui va ramasser les ordures, tout le monde s'approche de lui avec beaucoup de joie et une humanité. Et ensuite, il peut servir aux travaux de débardage, il peut servir aux travaux de ramassage des algues, il peut servir à des transports scolaires. Donc, il a, comme l'aviation doit se repenser et agit énormément parce qu'elle ne le repense pas, elle est toujours à la pointe du progrès. Et le cheval également. Donc, on est de retour, vous voyez. Tout à fait, bien sûr. Et Clémence de Villecourt, tu vis assez souvent en Bretagne, hein. Alors, cette belle région de France, qu'est-ce qu'elle est pour toi, cette Bretagne? Ah. Et en plus, tu vis au bord de la mer, je crois. Disons que dans le Finistère Sud, c'est moi, ça? Oui, Finistère Sud actuellement, en sachant que j'y suis là en transit, Oui. avant de regagner Paris. Et la Bretagne, toute mon enfance et jusqu'à mon adolescence, plutôt, je ne l'ai pas connue. Et je n'avais d'elle qu'une seule image, c'est la mer. Et la mer parce que l'être humain vient de la mer. Alors, on y vient tous, c'est voilà. ça, les êtres vivants? Oui, on était plancton au départ. Et la mer ressource, la mer est génératrice de bonnes choses. Donc moi, je n'ai vu la Bretagne qu'à travers les yeux de la mer. Et j'ai ignoré son passé, j'ai ignoré son histoire, puisque la seule volonté était l'aviation et était l'île Maurice. Donc je la découvre que depuis 3 ans, et je la découvre vraiment, c'est-à-dire je me suis dit, je suis tellement ignorante sur cette Bretagne dont tout le monde me parle en me disant que c'est une belle région, je ne la connais pas, et j'ai peut-être envie d'y aller et de me confronter à elle, d'aller au cœur de ce qu'elle a à me raconter. Et je l'ai fait donc à cheval. Je rappelle que le cheval est interdit sur les voies express et sur les autoroutes. On n'a pas d'autoroute en Bretagne. Oui. Il vous oblige donc à une chose importante, c'est aller chercher des ailleurs possibles. Et notamment, dès lors que vous n'êtes plus sur la voie express, vous n'êtes plus avec ces panneaux tous identiques, vous allez découvrir les richesses des régions et des départements traversés. Ce qui vaut pour la Bretagne vaut aussi pour les autres régions que je traverse. Tout à fait. Et la Bretagne, c'est aussi un pays qui a été différent de la France à un moment donné, hein. C'est la duchesse Anne, je crois, au XVe siècle, qui fait le rapprochement avec la France, n'est-ce pas? Absolument. Donc c'est aussi une culture, une langue qui malheureusement n'est pas en progression, ou peut-être il y a un renouveau vers cette langue. Là, c'est une question à laquelle je suis incapable de répondre de manière informée. Il est vrai qu'au cours de mes voyages, je vais dans les écoles d'Iwan, et si ça se trouve, je prononce même mal le mot. Mais par contre, ce que fait quand même la Bretagne, si vous y allez en voiture, vous verrez toujours la traduction d'une ville en breton. En breton, oui. En breton. Les écoles d'Iwan, ce ne sont pas des écoles étatiques, n'est-ce pas? Non, alors après, je ne sais pas comment elles fonctionnent. Ce n'est pas grave. Elles ont un enseignement de breton. Et j'en ai fait des écoles. Je suis allée rencontrer ces élèves-là parce que je pense que la langue est très importante. Maintenant, je ne peux pas y répondre bien à toute cette culture-là, mais je suis en lien avec certaines personnes qui sont très mobilisées derrière la langue bretonne. C'est-à-dire, il y a toujours ce désir, hein, d'aller vers ces racines qui sont porteuses de valeurs. En tout cas, les Bretons, quand on les rencontre à Paris, ils sont souvent fiers de cette culture. Il est vrai que la Bretagne, et je le vois dans mes voyages, elle nous emporte par les racines dans des univers
de rêve, dans des univers de légendes, dans des univers de contes. Et à travers l'imaginaire, on a une autre vision de la vie. Et les êtres, en fait, en tout cas la culture bretonne est extrêmement forte. Et c'est vrai que dès qu'elle se mobilise, on est tous derrière et on y va, quoi. Par contre, je vais rebondir peut-être. Oui, bien sûr. Anne de Bretagne, moi je suis allée en fait au château du Clos-Lucé. Oui. Et donc Charles VIII y était et Anne de Bretagne y a été avec une chapelle construite en son honneur. Et j'ai peut-être retrouvé ce que j'aime bien, c'est retrouver mes racines ailleurs. Au fur et à mesure qu'on avance, on redécouvre. Et je ne l'ai pas dit de manière très, très forte, mais j'ai vraiment un attachement très fort pour toute l'histoire de Léonard de Vinci. Donc là, il est vrai que la révélation de mon voyage a été cette rencontre, cette possibilité d'aller au château du Clos-Lucé à Amboise, d'être accueilli dans l'univers du château. C'est quand même un lieu qui tient compte de la pluridisciplinarité. Nous ne sommes pas dans un monde unique avec une seule voie. C'est un monde complexe que montre le château du Clos-Lucé. Et pour ma part, le château du Clos-Lucé m'engage vers le futur. Tout à fait. Notamment Léonard de Vinci. Tu citais Léonard de Vinci qui dit « Toute notre connaissance vient de notre sensibilité ». Oui. Tout à fait. Et peut-être un mot sur le Salon du Cheval à Paris. Clémence de Vellecourt. Oui, toi qui aimes tant le cheval, alors. Moi qui ai tant appris du cheval et qui ai tant à apprendre encore. D'accord. Alors, j'y suis présente là dans le cadre du Salon du Cheval où je vais revoir des personnes qui m'ont rencontrée sur le voyage et puis en même temps préparer le futur et voir ouvrir un peu plus grand les perspectives. Et je pense que nous devons, on voit la problématique qu'il y a sur la taxe, qui pourrait mettre en difficulté tout un secteur du monde équestre. Tout à fait. Et le cheval, en fait, il sert aussi pour soigner les gens, pour les hôpitaux, pour les maisons de retraite, maladie d'Alzheimer et tout ça. Et donc, il a une voix, il faut qu'on soit davantage mobilisés, peut-être davantage dans un collectif qui dépasse simplement le cadre du cheval. Et j'y vais pour prendre l'ambiance, la température, voir des gens et voir différentes personnes. Mais le cheval, il faut porter plus loin. D'accord. Et puis donc, je crois savoir qu'il y a déjà un projet d'un autre tour. Alors, je suis très, très attachée aux tours. Les tours, c'est un cercle, ce qui est très important. On parle aussi d'exil et de retour, toujours. Et on peut quitter son pays, mais on y revient souvent. Et du coup, j'aime bien le cercle, j'aime bien cette dimension de générosité, de cadran. Et c'est vrai que je suis attachée au tour, mais là, il est possible que je fasse un chemin qui soit... Qui soit assez différent. Oui, et qui ne soit pas un tour, qui soit une ligne. En tout cas, l'Europe m'intéresse, et puis de remarcher sur les pas de Léonard de Vinci. Et le projet que je souhaite porter pour le futur là, en sachant que l'observation scientifique était important pour lui, la nature était important pour lui, il porte des messages universels et j'ai envie de me rapprocher davantage de cet univers. Il y a aussi l'écriture, tu as une belle plume. Y aura-t-il un nouveau livre ? Je sais qu'en Bretagne aussi, tu te consacres aussi à l'écriture. Oui, alors je m'y inspiré par la mer et la beauté des lieux. Mes voyages, mes écritures sont inspirées par les voyages et par tout ce qu'ils m'apportent et tout ce qu'ils font jaillir en tout cas. Effectivement, j'ai 3 projets d'écriture. Je suis sur 2 là actuellement. Oui. Et le Grand Tour de l'Ouest, voici comment je le réceptionne actuellement. C'est-à-dire que le voyage physique est arrêté. Et c'est à partir du moment où il est arrêté que les sabots cessent d'être en mouvement que commence réellement le voyage. D'accord. Donc je suis maintenant dans la réceptivité du voyage
et je reçois ces vibrations du voyage, c'est-à-dire qu'est-ce qui était important, qu'est-ce que je dis maintenant, parce que je n'ai pas pouvoir tout raconter, et qu'est-ce qui est essentiel à transmettre. Donc j'ai des carnets où il faut que je sois dans un lieu, donc c'est pour ça que j'ai choisi, si je pouvais être sur une île seule au monde, j'y serais pas mal non plus. Ouais. Je dois absolument faire jaillir et recevoir. Donc il ne me faut pas trop de bruit, il faut une certaine sérénité. Et la mer, j'en prends un bol d'air, on revient, puis ça... Donc je suis là plutôt avec un journal de bord qui réceptionne. Et c'est très très bon à vivre. Certainement, et nous aussi, on arrive au bout de notre voyage. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Clémence de Villecourt. Deux choses. Oui. Les voyages, vous savez, c'est pareil, le monde dans lequel nous vivons est un monde... pourquoi ça marche, pourquoi mes voyages fonctionnent aussi, c'est l'importance de la liberté, la notion de liberté. Et le monde aéronautique aussi a été très libre, à susciter cette capacité de liberté. La roulotte inspire la liberté également. Et aujourd'hui, eh bien, ce sont des notions qui sont rattrapées par plein de lois, plein de règles, vous êtes en voiture, vous n'arrivez plus à vous sentir libre. Et après, ce dont il m'a vraiment, pour moi, ma conclusion, je vais utiliser un mot qui me tient à cœur pour ce voyage, c'est le mot oxygène. Oui. L'oxygène et la respiration est au cœur des difficultés que nous rencontrons. Les couples se séparent par manque de respiration et d'oxygène. C'est vrai. Nous respirons un air malsain, dû à la pollution, dû à tout ce qui se passe. L'oxygène nous manque nous parlons trop vite, nous faisons trop de choses, nos cœurs sont... et donc l'oxygène, c'est le cœur. Les gens sont en grande souffrance aujourd'hui, de manière dramatique. Ils sont en souffrance par les messages qu'ils reçoivent et par les mauvaises habitudes qu'ils ont prises. Nourriture, nous en revenons. Notre cœur est malmené d'un point de vue spirituel, mais dans un point de vue réel, c'est-à-dire il est malmené par une société précipitée. Je rappelle une chose importante, si on n'est pas dans la vitesse de l'homme, c'est ce qu'a montré la dégradation qui s'est passée jusqu'à aujourd'hui, qui nous emmène à repenser le siècle à venir, c'est que nous sommes allés beaucoup trop vite dans la productivité, la rentabilité et l'argent maître, fou, roi, au détriment de la conception et de ce qui est important pour l'être humain, pour s'accomplir et se perfectionner. On en est là aujourd'hui, on est dans une obligation de changer cette voie. Il y a une voie qui est rouge, la voie rouge des messages que nous recevons. Il y a une voie verte qui existe maintenant. Il faut donc donner la priorité au cœur, d'où l'importance de la femme, l'importance que la femme soit engagée pour demain, que la femme amène également des projets en essayant de ne pas donner raison ultimement à l'argent et à apporter de la générosité et de la tendresse. La femme est l'apport de tendresse. Belle conclusion. Merci Clémence de Villecourt d'être revenue dans Graffiti et bonne continuation dans tout ce que tu fais. Merci. Vous aussi mes amis, merci de nous avoir entendus, merci de nous avoir écoutés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.